Valérie Bugot, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le magazine Nexus. Alors, vous êtes docteur en droit, vous avez travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu'en droit fiscal interne avant de cesser votre carrière d'avocate pour vous consacrer à l'analyse des problématiques de géopolitique économique. Vous avez publié en 2016 une série d'études intitulée Décryptage du système économique global, où vous expliquiez la nature des paradis fiscaux et le système monétaire international. Vous militez pour un assainissement financier et économique, et vous avez écrit notamment Les raisons cachées du désordre mondial, Demain dès l'aube, le renouveau, Du nouvel esprit des lois et de la monnaie aux éditions Sigest. Et la nouvelle entreprise. Et la nouvelle entreprise, on en parlera plus particulièrement dans cet entretien aussi. Dans ces ouvrages, vous avez abordé la question de savoir comment l'idée de démocratie a-t-elle cédé le pas au chaos universel. Vous analysez les évolutions politiques, géopolitiques, institutionnelles, économiques et juridiques actuelles. Alors, première question, avec cette grille de lecture que vous avez, comment analysez-vous la séquence Covid que nous vivons en France depuis maintenant presque 24 mois? Alors, avant de répondre directement à votre question, je voulais juste préciser que j'étais donc une théoricienne du droit, beaucoup plus qu'une praticienne, que je n'ai été praticienne du droit que finalement à la marge, et que quand j'étais avocate, j'étais essentiellement dans les domaines de la doctrine. Donc je me considère plus comme une théoricienne du droit que comme une praticienne du droit. Et d'autre part, si j'ai écrit tout ça, je l'ai fait en faisant de la géopolitique juridique, mais en m'intéressant au domaine économique. Ce qui fait que j'ai un décryptage du domaine économique du point de vue juridique et du point de vue finalement institutionnel et politique. Et donc ça me permet finalement de comprendre sur l'économie des choses que les économistes ne sont pas capables de voir. Justement, avec cette vision que vous avez des choses, on va repartir un petit peu de cette époque Covid, de l'abandon de beaucoup de nos libertés au profit d'une sécurité sanitaire qu'on peut questionner. Comment vous avez perçu cela? On vous a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez émergé un petit peu pour le grand public à cette occasion-là pour traduire un petit peu avec vos compétences en droit la lente descente, on va dire, de ce qu'on pouvait appeler une démocratie, mais qui n'en était pas forcément une. Vers quoi? Vers quoi est-on allé depuis 24 mois? Alors, quand ce cirque covidique est apparu, en fait, très rapidement, j'ai compris qu'il s'insérait dans la démarche de création d'un gouvernement mondial, justement par les travaux que j'avais menés avant, et que, en réalité, ça a été un déclic pour faire passer du stade, disons, où cette domination était larvée, cachée, mais totale, à une domination officielle. Donc effectivement, c'est le gouvernement mondial en marche. Et donc pour moi, ça a été une séquence politique. Le Covid est une séquence politique, je l'analyse comme telle en tout cas. Et tout cela m'a paru évident. Là où je n'avais pas, ce que je n'avais pas anticipé, ça serait que ça prendrait cette forme sanitaire, en fait. Il était évident pour moi que quelque chose allait se passer pour permettre justement de franchir ce stade, mais je pensais que ça serait quelque chose de plus économique et monétaire et que ça ne prendrait pas nécessairement cet aspect sanitaire. Je précise immédiatement qu'il y a des tas de gens qui travaillaient sur les aspects sanitaires de laboratoires pharmaceutiques et qui, eux, avaient anticipé que l'aspect sanitaire, enfin qu'il allait y avoir un choc sanitaire très certainement, et que disons que le prochain choc aurait cette forme-là. Mais peu importe, finalement, leur point de vue et le mien se sont finalement recoupés. Et moi, j'ai une vision beaucoup plus institutionnelle et sur la longue durée que ceux qui n'ont travaillé que sur les aspects sanitaires, qui sont quand même relativement plus récents que les aspects institutionnels que je dénonce et sur lesquels j'ai travaillé de longue date. Concernant ce Covid politique, parce que je pense que je peux l'appeler comme ça,
J'ai appris ce matin en écoutant une émission qui était tout à fait, que je recommande à tout le monde, qui est très intéressante, une interview d'un monsieur qui s'appelle Raphaël Cohen et qui a, disons, c'est un juriste qui a travaillé avec d'autres juristes sur le détricotage de toute cette corruption que ce choc sanitaire cachait en fait. Et pour lui, il dit que le Covid a été en fait mis en œuvre pour deux choses. Premièrement, cacher, si je ne veux pas trahir son discours, mais d'après ce que j'ai compris, donc premièrement, cacher le fait que de la biologie a été utilisée en tant que de la biologie militaire, des éléments, des armes biologiques ont disparu de la circulation, je crois que c'est en 2015-2016. Et deuxièmement, pour mettre en œuvre une récupération massive de l'ADN de la majorité des ethnies et de la majorité des gens sur cette terre. Donc c'est l'analyse qu'il fait, c'est une analyse qui relève finalement d'une instruction de type policière, d'investigations qui ont été faites avec des pièces, évidemment, et tout est très étayé. Moi, là où ça conforme, enfin ça se confirme, ça confirme les travaux que j'ai faits, c'est que ce que j'explique, c'est que toutes nos institutions sont profondément, le moteur profond de nos institutions, c'est la corruption. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire que la corruption aujourd'hui, elle apparaît de façon spectaculaire. On ne peut plus l'ignorer. Mais en réalité, nos régimes politiques sont fondés, leur moteur profond, c'est la corruption. Et ça ne date pas ni d'aujourd'hui, ni de Macron, ni de la création des institutions européennes. C'est le moteur fondamental de nos institutions depuis qu'elles sont fondées sur le parlementarisme représentatif, une banque centrale, un système de banque centrale et une fausse séparation des pouvoirs. Parce que cette séparation des pouvoirs est faussée par deux choses. D'une part, le fait que tout le système repose sur la domination de partis politiques. Les partis politiques qui gagnent les élections législatives envoient en fait leurs représentants au pouvoir exécutif. Donc il n'y a pas de séparation entre le législatif et l'exécutif. Quant au pouvoir judiciaire, qu'il vaudrait mieux appeler pouvoir juridictionnel, eh bien c'est pareil, il est représenté au sein du pouvoir exécutif. Donc la séparation des pouvoirs est une imposture. Et d'autant plus une imposture qu'elle omet le principe monétaire. Or, le principe monétaire est le moyen d'affirmer une réalité politique. Si ce principe monétaire est dans des mains qui ne soient pas politiques, mais qui soient des mains d'intérêt privé, qui ne soient pas au service du bien public, donc ce que j'appelle politique parce que c'est l'organisation de la vie de la cité, mais qui soient au service d'intérêt privé, eh bien on ne peut pas parler de séparation des pouvoirs. Donc en fait, tout notre régime politique est une imposture. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a appelé ça République. Donc, en fait, on a mis des mauvais termes sur une réalité opposée. On a appelé République un régime dont la force motrice est la corruption au service d'intérêts privés. Donc la chose publique n'a rien à voir dans nos institutions. Rien, strictement rien. Donc d'imposture en imposture, on arrive dans une réalité virtuelle, si vous voulez, qu'on ne peut plus dénoncer parce que nous n'avons plus les armes de discernement qui nous permettraient de dénoncer où est l'imposture. C'est une imposture tellement générale. Et donc les travaux de ce juriste et de cette équipe de juristes, finalement, ne font que conforter le fait que tout notre système est fondé sur la corruption. Et que cette corruption est systémique, est de nature systémique. Elle n'est pas accidentelle. Et de la même façon qu'on a dit que les paradis fiscaux c'était un accident de l'histoire et que alors qu'en réalité les paradis fiscaux font partie intégrante de ce pouvoir de domination de type de caste d'intérêt privé qui prend le pas sur les intérêts publics. Donc si vous voulez, voilà, je fais un panorama un peu général, mais pour expliquer que en réalité tout ce que les gens, toute la réalité dans laquelle les gens croyaient, la réalité politique dans laquelle les gens croyaient vivre est une imposture, n'existe pas, et la réalité des rapports de force est à l'opposé de ce que les gens imaginaient connaître. Alors, justement, vous parlez de corruption. Quelle forme prenait cette corruption et qu'est-ce que le Covid a modifié?
Alors, le Covid n'a pas forcément modifié, il a amplifié. Ça a été un décupleur, un accélérateur de particules, si je puis dire, de corruption. Maintenant, quelle forme elle prenait? C'est justement la forme des partis politiques, parce que les partis politiques, en fait, c'est une organisation hiérarchique dans laquelle les décisions sont prises par des gens qui ont besoin d'être financés. Avant tout financés, parce que, si vous voulez, le show business des élections coûte un argent fou. Et plus vous avez d'élections dans un régime, en fait, plus il y a de corruption. Donc la corruption, en fait, elle s'autogénère, si vous voulez, elle se génère avec les nécessités de financement. Et donc, de ce point de vue-là, si on fait le lien avec le Covid politique, eh bien, c'est que cette corruption a été tellement, accélérée, tellement amplifiée qu'elle est apparue, finalement, elle a fini par apparaître au grand jour. Alors qu'elle était toujours, jusqu'à présent, cachée derrière une apparence de légitimité et de bienséance. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question? Tout à fait, donc on comprend que du coup le Covid finalement n'a pas changé la donne, selon vous? Si, elle a changé la donne, parce que quand vous passez de l'infiniment petit à l'infiniment grand, vous savez, les systèmes ne fonctionnent plus de la même façon. Elle a changé la donne parce qu'elle a fait apparaître au grand jour le système de domination qui n'apparaissait pas. Donc elle change la donne dans le sens où maintenant, pour ceux qui ont le pouvoir, il est nécessaire de passer à l'étape d'officialisation, et elle change la donne aussi par rapport aux gens qui sont soumis à ce système, parce qu'ils prennent conscience qu'ils sont soumis à un système. Donc elle change considérablement la donne, en fait, parce qu'elle permet le passage à autre chose. Donc, mais ceux qui détenaient le pouvoir et qui étaient les corrupteurs, finalement, est-ce qu'ils ont changé ou pas avec le Covid? Ah non, pas du tout. Eux sont restés les mêmes. Simplement, ils sont plus mis sous les projecteurs. On les voit plus. Ils n'ont pas changé, mais ils sont plus visibles. En tout cas, on se rend compte que d'un point de vue méthodologique, il y a des corrupteurs et que ces corrupteurs prennent aujourd'hui la forme des industries de grands laboratoires pharmaceutiques. J'ajoute qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a tout le système de l'énergie, voilà, les big tech, ça a plusieurs formes, si vous voulez. Mais là, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les grands labos ont pris des actions, si je puis dire, dans les gouvernements locaux. On peut appeler ça locaux, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin tous les pays d'Europe occidentale. Donc, si vous voulez, ce qui apparaît, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos gouvernements sont corrompus. Mais nos gouvernements sont corrompus par le système des partis depuis beaucoup plus longtemps, en réalité. Comment on explique une telle emprise d'acteurs étrangers, comme le laboratoire pharmaceutique, sur les États? Alors, si on remonte à la source, en réalité, c'est le contrôle, l'origine de tout ça, c'est le contrôle des monnaies par des acteurs privés. Et ce contrôle des monnaies a permis, si vous voulez, de développer des lois, de corrompre des gens qui voteraient des lois qui iraient dans le sens de ces corrupteurs. C'est comme ça que nous avons eu le développement de tout un système économique qui est encore une imposture qu'on appelle le système capitaliste, mais qui est une forme extrêmement particulière de ce qu'aurait pu devenir le capitalisme, qui est en réalité une volonté à peine cachée d'hégémonie sans contre-pouvoir. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, le système politique n'existe plus, puisque ceux qui tiennent la monnaie tiennent ceux qui font les lois, et ceux qui font les lois permettent de développer un système économique au service de ceux qui ont la monnaie. Donc, si vous voulez, ça s'auto-génère. C'est un système qui, comme tous les systèmes, en fait, tous les éléments se réunissent pour consolider l'ensemble. Et on parle de monnaie, là, par exemple. Où en est la France, particulièrement? Et après aussi, dans l'échelle mondiale. Au niveau de l'endettement. Au niveau de la monnaie, de l'endettement, au niveau du financier global. Comment on se positionne là, la France aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre. La France a été, du point de vue du contrôle monétaire, un des premiers pays soumis. Parce qu'il y a d'abord eu la création de la Banque d'Angleterre et ensuite, en 1800, la création de la Banque centrale française. Toutes les banques centrales ont été créées à l'initiative des banquiers. La Banque centrale de France était sous contrôle de Napoléon
lui pensait très malin d'utiliser les armes de l'adversaire en pensant qu'il pourrait avoir le dernier mot sur eux, sauf qu'aujourd'hui Napoléon est enterré depuis longtemps et la Banque centrale française est toujours là. Donc en réalité, ça a été un des liens de notre asservissement et un lien très efficace parce que cette banque centrale, peu importe son statut juridique, banque privée ou banque publique, est toujours restée gérée par les puissances économiques dominantes qui sont les véritables gouvernements français. Donc ça, c'est un élément tout à fait important, indiscutable et indispensable à comprendre en fait. Parce qu'à partir du moment où vous concentrez à la fois l'émission et la circulation monétaire dans des mains privées, la monnaie ne peut plus remplir son rôle d'agent public, en fait, de service public, de service qui bénéficie au groupe. C'est un service qui devient un service privé accaparé par une caste particulière. Donc si vous voulez, ceux qui détiennent l'argent vont décider de leur affectation, de son affectation. C'est comme ça que ces gens-là ont déterminé que certains acteurs économiques bénéficieraient de leur largesse et d'autres n'en bénéficieraient pas. Et c'est comme ça que les grosses multinationales, les gros conglomérats économiques ont été créés sous, évidemment, sous anonymat, hein, parce que l'anonymat est un élément tout à fait essentiel de ce système, parce que ça permet de décorréler le pouvoir de la responsabilité. Et donc, une fois que vous ne pouvez plus attraire quiconque en responsabilité, les choses deviennent plus faciles pour les accapareurs, si vous voulez. Et au niveau mondial, comment la France vraiment se situe actuellement sur l'échiquier économique et géopolitique? On entend beaucoup de gens parler d'effondrement économique, oui, de crise économique. Oui, alors la France a été ciblée, je vous le dis, depuis grosso modo depuis 1815, la France n'est plus au service d'un pouvoir politique. Donc elle est au service des pouvoirs économiques et financiers. Elle a été ciblée et puis il y a eu des étapes. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est au bout de notre effondrement. On a perdu la plupart de notre souveraineté, la monétaire depuis longtemps, mais effectivement, là, on a perdu nos souverainetés industrielles, énergétiques, avec en particulier l'ignominieuse vente d'Alstom. Et j'en passe et des meilleurs, parce que les fleurons industriels qui sont passés dans des mains étrangères sont quand même légion. Et aujourd'hui, aux dernières nouvelles, je crois qu'on est le pays le plus endetté d'Europe, devant la Grèce. Donc il est évident que notre avenir n'est pas rose. Le FMI a commencé à dire qu'à partir de 2023, il va falloir penser à resserrer les boulons, c'est-à-dire resserrer la dispense d'argent public. Donc ça veut dire que la disparition finalement de tous les services publics qui restent. On est un des pays les plus attaqués, notamment par son gouvernement, parce qu'on est aussi un des pays les plus imposés au monde. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez un gouvernement qui est dans les mains en fait, d'intérêts privés, rien ne fonctionne plus. Et cette étape du Covid va permettre, si on réfléchit bien, a permis de mettre à plat, d'accélérer la liquidation du pouvoir économique, enfin en tout cas de ce qu'il y avait de souveraineté économique en France, pour ensuite justifier une réévaluation de la monnaie. Alors comme maintenant nous sommes dans l'euro, ça sera une réévaluation de l'euro, mais chacun des pays participant à la zone euro sera réévalué à l'aune de ses actifs et de son passif. Donc vous comprenez bien que depuis 2 ans et demi, le passif français s'est considérablement aggravé, donc c'est un des moyens qui est utilisé pour liquider ce qui reste de France, et ce qui explique aussi que depuis le Covid politique, nos institutions ont été mises entre parenthèses par des gens qui n'avaient rien à en redouter. Donc en fait, on est dans une situation intermédiaire où tout évolue en même temps, le niveau économique, le niveau monétaire, le niveau institutionnel, pour permettre la bascule dans autre chose. Et cette autre chose, ça sera l'intégration européenne. Vous comprenez? L'intégration européenne, ça veut dire la disparition, concrètement, du pays France. Moi, en tant que citoyen lambda, ce que je ressens depuis 2 ans, c'est les prix qui augmentent un peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une planche à billets énorme qu'ils n'arrivent pas à cacher, parce qu'ils ont généré avec les quantitative easing et puis toute
différentes formes de techniques qui passent de la réelle planche à billets à la génération de crédits de plus en plus importants, en particulier pour les acteurs bancaires et les gros acteurs économiques, qui eux-mêmes ont été créés, hein, je l'explique bien. Donc si vous voulez, on est dans une masse énorme d'argent en circulation qui a d'abord généré une augmentation considérable des actifs et qui ensuite, fatalement, se transpose dans la vie quotidienne avec une augmentation des prix. Et je dois dire que cette augmentation des prix n'est pas seulement liée à l'augmentation de la masse monétaire en circulation, mais est également liée aux restrictions qui ont été mises en œuvre avec le Covid politique, aux restrictions des transits internationaux qui ont fait que plus les produits sont rares et plus ils sont chers. Et vous savez aussi que dans ces périodes de crise, les accapareurs s'en donnent à cœur joie, c'est-à-dire que les gens retiennent la production pour faire monter artificiellement les prix. On est exactement dans un système qu'on a connu avant la Révolution française, où les prix avaient été libéralisés et où, en fait, l'accaparement s'est produit sur les matières de première nécessité. Juste pour revenir sur une notion pour les néophytes, c'est quoi les quantitative easing? Ah bah ça, ça a été une façon pour les banques centrales de diffuser de l'argent auprès de leurs... disons des banques en prenant en pension des actifs qui ont été de plus en plus dépréciés en fait. Et au début c'était des actifs solides et puis ensuite ils ont pris en pension des actifs qui ne valaient plus rien et ils prêtaient de l'argent aux banques privées en contrepartie de cette prise en pension d'actifs. Alors il y a eu ça, et il y a eu aussi la planche à billets directement où ils ont créé aussi de l'argent gratuitement. C'était quelque chose qui était possible avant quand les États détenaient la possibilité de frapper leur propre monnaie? Bah, disons que oui, enfin, ils ont même généré les banques centrales, justifié les banques centrales en disant les États ne savent pas gérer l'argent et ils font de la planche à billets. Donc il faut que ce soit dans des mains indépendantes, n'est-ce pas? Mais ils font la même chose finalement. Ils font pire. Mais en fait, ils font la même chose parce que c'est eux déjà qui contrôlaient les États. Donc les banques, la planche à billets des États à mode ancienne, c'était déjà les banquiers qui la contrôlaient. Alors c'est vrai, mais tout ça, c'est l'imposture généralisée. L'argent qui était créé à ce moment-là, sauf erreur de ma part, n'avait pas d'intérêt. Enfin, les États se prêtaient de l'argent à eux-mêmes, le fabriquaient à taux zéro. Oui, effectivement. Aujourd'hui, la BCE prête à des banques privées. Mais ça ne s'est pas manifesté de la même façon parce que là, l'argent qui a été créé par les banques centrales ont été essentiellement distribués aux banques privées. Alors c'est quoi, donc ça ne s'est pas passé de la même façon que la façon ancienne où c'était les États qui étaient les premiers intervenants. Aujourd'hui, les premiers intervenants des banques centrales sont les banques privées, ce ne sont plus les États. Alors comment ça se passe? Juste pour redire aux néophytes, c'est vrai que c'est compliqué de savoir d'où vient l'argent, comment il est créé. Comment aujourd'hui un État il est créé de plusieurs façons. Emprunteur peut emprunter cet argent et d'où vient cet argent et quel est le circuit? L'État a délégué la gestion de la monnaie à des banques centrales. Et les banques centrales sont concentrées, en tout cas gérées. La gestion des banques centrales se fait par des personnes intéressées au pouvoir économique. C'est-à-dire que, en fait, la gestion des banques centrales n'est pas au service de la totalité des citoyens, mais au service du système économique et des plus puissants d'entre eux, le système économique, c'est-à-dire des banquiers. D'accord ? Donc, une des façons de créer de la monnaie, c'est de permettre aux banquiers de diffuser du crédit. Parce que vous savez que quand le banquier fait un prêt, propose un prêt à quelqu'un, en fait, l'argent, il ne l'a pas, il vient de nulle part. Il ne prête rien. Si, il prête, mais il crée cet argent, mais ce n'est pas de l'argent qui est définitivement créé parce que, non, il vient de nulle part. En fait, c'est une écriture comptable. Mais en fait, ça va générer des intérêts, et ces intérêts, eux, sont une captation de la richesse qui existe vraiment. Donc la BCE et ensuite, une fois que le prêt est remboursé par l'emprunteur, ce n'est pas une opération à somme nulle parce qu'une fois de plus, ça a généré des intérêts. Les intérêts sont une façon pour les banquiers de capter la richesse qui a été produite par une activité productive. Ce qu'on appelle la monnaie dette. Par la richesse.
Oui, la monnaie dette, ça vient effectivement de ce système de prêts, en fait, de génération de monnaie artificielle par des prêts. Mais on dit que c'est une opération à somme nulle parce que le prêt est remboursé. Oui et non, parce que en réalité, comme c'est en permanence, c'est un système qui s'autogénère, il n'y a jamais de fin. Ouais. Et on rembourse plus que ce que oui, la banque a créé par le biais de cet intérêts. intérêt. Donc ça crée alors aujourd'hui, les intérêts ne sont pas très élevés, mais il faut quand même comprendre la chose suivante, c'est que les banquiers eux-mêmes sont capables de créer des organismes qui sont sous forme anonyme, qui eux-mêmes deviendront des emprunteurs. Donc par ce biais-là, c'est un levier supplémentaire pour démultiplier en fait la création de richesse, la création artificielle de monnaie, et qui n'est pas liée à une création de richesse effective. Quels sont les organismes qui prêtent à la France? Alors, les organismes qui prêtent à la France, ça, c'est les primary dealers, là, c'est des grandes banques internationales. Mais effectivement, quand vous allez sur le site de la Banque de France, c'est pas très... Enfin, sur le site du ministère des Finances, c'est pas très clair parce qu'ils vous disent par zone économique. Mais en fait, ça ne veut rien dire, zone économique, parce que ceux qui prêtent vraiment sont des organismes financiers et qui sont contrôlés par des actionnaires. Donc, en réalité, on n'a aucune information officielle très fiable là-dessus. Ce qui se passe, c'est que, par contre, on sait que ce sont les organismes financiers qui sont les créanciers des États. Et ces organismes financiers, ils ont tous un actionnariat partiellement similaire. C'est-à-dire que vous retrouvez beaucoup quand vous remontez les filons, ce qui n'est pas évident parce que c'est une succession comment dirais-je, de formes juridiques plus ou moins anonymes qui partent aussi dans des paradis fiscaux, etc. C'est assez compliqué de remonter ce fil. C'est la raison pour laquelle la réponse ne peut pas être si claire que ça. Mais en fait, c'est une réponse méthodologique. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des organismes financiers qui sont contrôlés par des organismes in fine privés, mais qui sont difficiles à remonter parce que il y a l'anonymat qui intervient à chaque échelon et à chaque fois vous avez des actionnaires. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces structures juridiques, pour contrôler une structure juridique comme ça, il n'y a pas besoin d'être un actionnaire à 50%. Des actionnaires extrêmement minoritaires, mais des actionnaires c'est pas une majorité absolue, c'est une majorité relative. Et parfois, très peu de gens suffisent à contrôler des empires financiers. Donc c'est la raison pour laquelle c'est compliqué. Alors aujourd'hui, on dit que, par exemple, alors je sors du système des banques centrales, mais par exemple, on dit que la plupart des entreprises du CAC 40, et ça, on constate que la plupart des entreprises du CAC 40 sont contrôlées par des organismes financiers de type BlackRock, Vanguard, etc. Mais ces organismes-là ont aussi des actionnaires, si vous voulez. Et dans la hiérarchie des valeurs, Vanguard serait l'actionnaire principal de BlackRock et non pas l'inverse. Et derrière Vanguard, c'est un groupe financier au départ qui était d'origine britannique. Donc si vous voulez, tout ça, c'est un fil conducteur de type méthodologique qui nous rattache aux grands banquiers historiques qui historiquement se rattachaient à la City. Voilà, donc c'est un conglomérat de très gros banquiers internationaux qui sont grosso modo les primary dealers dans lesquels il y a, ne l'oublions pas, des banques françaises. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, la City? La City a de particulier que c'est elle qui a été à l'origine du développement du système des banques centrales, de la concentration capitalistique, du développement du capitalisme tel qu'on l'a connu avec le développement de l'Empire britannique, et que les banques, les grandes banques coalisées, enfin c'était leur quartier général, la City, et que ça a été la tête de pont du développement de l'Empire britannique, qui par la suite s'est transféré dans l'Empire américain, et qui a tenté ensuite de se transférer dans l'Empire chinois, mais il y a eu quelques petites... disons, des grains de sable dans la roue qui a fait que les choses n'ont pas tourné comme ils l'espéraient. Ils n'ont pas pu faire avec la Chine ce qu'ils avaient fait avec les États-Unis en prenant le contrôle intégral de ce pays. Est-ce que c'est exact que dans le territoire de la City, il y a un droit particulier? Ah oui, absolument, c'est un État dans l'État. C'est comme le Vatican, c'est sur le modèle aussi de Washington DC. Ce sont des États qui ne... Et c'est aussi, je le précise, c'est un peu différent, mais la méthodologie est la même, le modèle de la Banque des règlements internationaux. C'est-à-dire que ce sont des enclaves
qui ne répondent pas aux règles juridiques de l'État dans lequel ils sont impliqués. C'est un peu comme les tribunaux d'arbitrage. Oui, c'est un peu ça. Enfin, les tribunaux d'arbitrage, c'est un moyen, si vous voulez, alors que là, c'est vraiment des structures de décision. Et justement, sur la méthodologie, là, vous parlez donc des banques centrales qui avaient été créées voilà, pour chapeauter un peu la création monétaire des différents États. Et qui ensuite étaient redistribuées à des banquiers privés. C'est-à-dire que la monnaie, on donne l'autorisation à des banquiers privés. Ce sont les banquiers privés qui ont généré le système des banques centrales à leur usage exclusif. Donc ce sont les banquiers privés qui sont derrière la création et l'identification des banques centrales. Donc on est en train limite de voir en fait, des privés qui ont créé des institutions publiques pour maquiller en gros leur stratégie. Bien sûr. Et en le faisant passer par le public. Absolument. Bah, ça, c'est exactement, vous venez de mettre le doigt précisément sur le moteur de ce qu'on appelle le capitalisme, qui est en réalité, depuis le départ, un partenariat public-privé. Et par partenariat public-privé, il faut entendre la chose suivante. La force publique et la garantie publique mis au service des intérêts privés qui ont le contrôle de ces organisations. Et c'est ce qu'on voit dans d'autres secteurs, par exemple dans la construction, on voit que beaucoup de groupes privés ont tout intérêt à être en bisbille avec les États pour prendre l'argent de l'État. Bah, évidemment, et avoir les marchés publics. C'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Vous voyez aussi dans la concession autoroutière, enfin, c'est exactement ce principe-là qui est mis en œuvre. Je voulais revenir sur une notion qui vous est chère et à travers laquelle on vous connaît également, c'est cette théorie unifiée de l'entreprise. Et c'est vrai que là, vu qu'on parlait partenariat public-privé, c'est intéressant de se questionner sur comment faire de l'entrepreneuriat voilà, un environnement dans lequel on va dire que les citoyens peuvent avoir partie de leur pouvoir qui peut être voilà, préservé. Et quel est le rôle de l'entreprise? Finalement, derrière toutes ces structures dont vous nous parlez, il y a toujours des entreprises, des très très grandes entreprises qui utilisent le droit à leur avantage. Et qu'est-ce que le droit actuel leur permet de faire? Et qu'est-ce que vous, en voulant révolutionner l'entrepreneuriat à travers cette théorie unifiée de l'entreprise, vous pensez que vous pourrez changer la balance? Alors, je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est de dire que j'ai réinventé un système qui existait déjà, qui avait déjà été conceptualisé à partir du 19e siècle et qui s'appelle la participation, qui n'a jamais pu être mis en œuvre en France et que les pouvoirs économiques dominants ont tout fait pour enterrer. J'ai réinventé ça en partant tout simplement des mêmes constats et des mêmes postulats que ceux qui avaient inventé la participation, que ceux dont étaient partis ceux qui avaient inventé la participation. C'est-à-dire que je suis partie du principe, comment faut-il s'y prendre pour faire échapper l'entreprise aux griffes des banques? Et de fil en aiguille, on arrive à une seule solution, et je dirais qu'elle a traversé les siècles, puisque je n'ai fait que réinventer une solution qui avait déjà été proposée, c'est-à-dire la seule solution, c'est de mettre sur un pied d'égalité statutaire les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail. Et de faire ça permet, en tout cas dans la conception que j'ai développée, remplacera toutes les formes juridiques qui existent aujourd'hui. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y aura plus l'utilisation du droit ne sera plus pour rendre service aux principaux acteurs économiques, mais le droit sera à nouveau un droit commun, c'est-à-dire le même pour tous, pour lequel je milite d'ailleurs. Retournons au droit commun, c'est-à-dire supprimons les droits d'exception, dont le droit commercial fait partie, et réinstaurons un droit de l'entrepreneuriat au service des habitants de la cité, c'est-à-dire des gens qui habitent le territoire de l'État en question. Et ça permettrait en fait de rééquilibrer profondément les pouvoirs entre les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail, puisque d'un point de vue statutaire, les deux auraient les mêmes pouvoirs. J'ai une question pour vraiment représenter votre théorie. Ça donnerait quoi au niveau d'une entreprise, d'un grand groupe? C'est-à-dire que aujourd'hui... Non, alors déjà, je vous arrête un peu parce que le concept de grand groupe disparaît. C'est-à-dire que dans cette structure juridique, il y a des limites en termes de capitaux et il y a des limites en termes de personnes. C'est-à-dire que l'entreprise redevient comment dirais-je, un outil géré par le collectif, c'est-à-dire par le pouvoir politique.
réinitialisé, hein, pas celui qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas un pouvoir politique, comme j'ai essayé de le démontrer. Donc en fait, si vous voulez, il y a une limite qui fait que on ne peut pas développer des conglomérats comme cela a été fait aujourd'hui. Et on comprend très bien pourquoi ces conglomérats se sont développés. C'est justement parce que le monde économique avait le contrôle sur le monde juridique et sur la capacité à faire les lois. Mais là, si vous réintégrez la capacité à faire les lois au sens du bien commun, c'est-à-dire au sens d'un droit commun applicable à tout le monde, donc disparition de l'anonymat et retour de la responsabilité individuelle des véritables décideurs, à ce moment-là, si vous voulez, tout l'environnement juridico-économique est bouleversé. Et nous ne sommes plus dans le même concept, en fait. On n'est plus dans le même environnement juridico-économique. Justement, je vais prendre le contexte actuel sur le plan juridique et des entreprises. Aujourd'hui, en général, les entreprises il y a une assemblée générale avec les actionnaires. Oui, bien sûr, mais là, qui peut se transformer en conseil d'administration, conseil de surveillance. Mais du coup, il n'y aurait plus que les actionnaires, on aurait aussi les travailleurs qui seraient inclus dans ces organes de décision. L'organe de décision, donc le conseil d'administration, est géré de façon alternative par les uns et par les autres, avec un contrôle de ceux qui ne sont pas au pouvoir officiellement. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus que ce qu'aujourd'hui qu'on a, c'est-à-dire que les représentants de syndicats, non, en fait, les syndicats ne s'inscrivent non de pertinence que dans le concept où les capitaux ont l'intégralité de la structure décisionnaire en main. Là, en réalité, le syndicat perd son utilité parce que il n'a plus. Enfin, c'est là où on revient aussi sur une dichotomie qui a été artificiellement mise en œuvre entre le capital et le travail, parce que tout le pouvoir avait été donné au capital. À partir du moment où vous rééquilibrez les choses, il n'y a plus de... Si vous voulez, tout le monde travaille pour le même intérêt, le développement de l'entreprise. Il n'y a plus de conflictualité au sein de l'entreprise entre les uns et les autres. En fait, on retrouve une harmonie de fonctionnement au service du développement, et du développement qui bénéficie à tout le monde. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Et c'est la raison pour laquelle ils ne s'y sont pas trompés. Depuis 150 ans, tous les décideurs économiques ont tout fait pour enterrer le principe de la participation, qui va au-delà de la cogestion, qui est une codécision en fait. Voilà. Alors on vous a trouvé sur le terrain du droit, de la réforme des institutions, et récemment on a découvert Révolu Droit. Je pense que ça fait un peu la continuité avec tout ce qu'on vient de se dire, justement, parce que c'est après ce constat, tous ces constats successifs que vous faites, quelles sont les solutions? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que Révolu Droit fait partie des solutions? Et quelles seraient les autres approches à faire émerger selon vous? Alors Révolu Droit, selon moi, et toute modestie gardée, est la solution, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Je suis partie d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à développer une structure de pouvoir. J'ai cherché à m'opposer, comment s'opposer utilement à l'accaparement à laquelle nous faisons face. L'accaparement qui est économique, monétaire, politique, juridique, qui est militaire, qui s'inscrit dans tous les aspects de la vie collective. Donc j'ai analysé en fait ce travail, j'ai décortiqué ce travail de rapport de force pour ensuite trouver assez naturellement la solution au problème. Puisque une fois que le problème est bien identifié, les solutions coulent de source naturellement. Et ça permet également, le projet que je porte permet également de renouer en fait avec l'histoire millénaire de la France. C'est-à-dire que je prends ce qui avait fonctionné des institutions avant la Révolution et je prends ce qui a fonctionné des institutions après la Révolution pour faire une synthèse qui serait une synthèse de type vertueuse, c'est-à-dire retrouver un développement politique et donc culturel et collectif qui soit une méritocratie élective. Et donc plus ni sur le droit du sang et ni sur le droit de l'argent. Voyez, donc ce système permet de rééquilibrer les forces entre les différentes activités humaines. Donc je déploie ça sous trois concepts. Donc le concept des groupements d'intérêt, mais divisé en trois catégories. Donc la catégorie commerciale, qui a pour objectif de générer
des plus-values, générer du bénéfice. La catégorie non commerciale, qui concerne toutes les activités qui ne génèrent pas de bénéfices individuels, mais de bénéfices collectifs. C'est-à-dire tout ce qui est instruction, tout ce qui est, oui, toutes les activités civiques, le développement du sport, développement des arts, enfin, tout ce qui, en fait, apporte un bien-être au groupe et qui permet, disons, de créer une harmonie dans le fonctionnement du groupe. Et la troisième catégorie, qui est la catégorie morale et spirituelle, qui permet de se reposer, qui redonne ses lettres de noblesse à des activités qui ont leur part dans le développement du groupe, qui permettent de se poser des questions sur l'essence, la finalité des activités sur cette terre. Et donc, il est important de reprendre, de se reposer des questions sur la finalité, parce que tous les développements juridiques et économiques qui ont eu lieu des 200 dernières années ont pour objectif de ne plus jamais se poser des questions sur la finalité. On est noyé dans le détail, on a affaire à des gens qui savent tout sur rien. Ils s'occupent du détail, de fonctionnement de plus en plus complexe, mais ils ne se posent plus jamais la question de la finalité. Et donc, la question de la finalité sur Terre, depuis que les civilisations existent, ces questions se sont posées. Et ça doit être réhabilité. Créer du commun, créer du lien. Créer le lien, je dirais que c'est le groupement d'intérêt, le grand groupement d'intérêt civique, c'est-à-dire non commercial. Mais créer du sens, c'est la part du grand groupement d'intérêt moral et spirituel. Alors du coup, sur ce site, ce Révolu Droit, qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est quoi? C'est un think tank? C'est un groupe de réflexion? C'est une proposition de réforme institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs versants. Donc elle a ce reformatage de l'État en rendant aux particuliers le pouvoir politique qui leur a été finalement arraché, qui leur a été volé au profit de personnalités prétendument élues, mais qui ne doivent finalement de compte qu'à leur mandataire politique, c'est-à-dire au parti qui les a proposés. Donc ça permet de réinventer la politique au sens où chacun, dans sa vie particulière, est à nouveau détenteur d'une parcelle politique. C'est-à-dire qu'il y aura une autogestion dans le cadre des groupements d'intérêt qui fait que la politique est réinvestie par les individus qui existent sur cette terre et qui ont tous, qu'on le veuille ou non, une activité qui n'est pas forcément de faire du bénéfice et d'enrichir des actionnaires, vous voyez. Donc ça va forcément avec une réforme de la monnaie, puisque la monnaie, c'est ce que j'explique, a été captée par des intérêts privés. Donc il faut réinvestir le concept monétaire dans le sens public, c'est un service public le concept monétaire. La monnaie est née comme non pas comme un bien matériel qui circulait, il a pris cette forme au fur et à mesure du temps, mais c'est au départ un concept comptable, la monnaie. Donc la monnaie n'a pas de valeur économique en tant que bien matériel. La valeur économique de la monnaie, c'est la valeur du groupe, c'est la richesse créée par le groupe qui utilise cette monnaie en fait. Et c'est ça qu'il faut réinvestir. Après, les moyens de sa circulation, c'est un deuxième débat dont il faut discuter aussi, mais qui n'est pas le débat essentiel dans notre problématique aujourd'hui. Et puis évidemment, cette réforme donc, de l'organisation sociale et de la monnaie va nécessairement de pair avec une réforme du droit, c'est-à-dire un retour, je milite très lourdement pour un retour du droit commun, suppression de tous les droits d'exception, y compris le droit administratif et droit commercial, pour réinvestir le principe de responsabilité. On supprime l'anonymat et chacun est responsable de ses actes à la fois à titre individuel et à titre collectif. Et on peut clairement identifier les décideurs et les gens à l'origine d'actes ou de décisions. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Ça fait partie de la réforme d'ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je dis, on ne peut pas, en fait, aujourd'hui, comment dirais-je, si vous voulez agir positivement et avoir un véritable pouvoir, il faut tout réformer parce que nous sommes au bout d'un système qui est un système d'accaparement. Donc il faut revenir sur tous les leviers que ce système a utilisés pour se développer. Monétaire, politique qui n'est pas politique, économique, juridique, et je réinvestis également le droit naturel parce que le droit naturel, il n'y a, si vous voulez, de réel état de droit
que si ce droit, le droit positif qui est mis en œuvre, répond à des concepts qui ne sont pas modifiables par volonté politique. Et ces concepts qui ne sont pas modifiables sont en fait des concepts qui relèvent du droit naturel. Et le droit naturel, c'est ce qu'on connaît du développement technique, technologique, et ce qu'on connaît du développement des sociétés. Par exemple, je vous donne un exemple, un des grands principes de droit naturel au niveau de l'organisation des peuples, c'est qu'il faut des contre-pouvoirs. Sans contre-pouvoir, vous n'avez pas de système viable et vous ne pouvez pas faire société, vous ne pouvez pas créer de civilisation. Donc la notion de contre-pouvoir est tout à fait essentielle et c'est un élément qui a traversé toute l'histoire de l'humanité qui permet de dire c'est un élément de droit naturel que nous devons respecter dans l'organisation d'un État. Vous disiez qu'on était sur un mode d'accaparement des richesses en quelque sorte. Bah complètement, là ça devient flagrant, je veux dire. Et au niveau monétaire, comment on pourrait reconstruire un nouveau système monétaire? On entend beaucoup de gens qui veulent revenir à l'étalon or, par exemple. D'autres qui veulent aller vers une monnaie mondiale, basée sur, on ne sait quoi, on parle beaucoup d'indexation sur les matières premières, donc de baser la monnaie sur les matières premières pour la sécuriser. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est quelque chose, bon... Oui, alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La première chose, c'est qu'une monnaie ne peut pas être identifiée à un bien matériel, quel qu'il soit. Et en particulier, pas une matière première de type or, qui est une matière première rare et donc susceptible d'accaparement. Parce qu'à partir du moment où vous identifiez la monnaie avec une matière première rare susceptible d'accaparement, vous donnez le pouvoir aux accapareurs de contrôler la monnaie. Donc c'est exactement ce que les banquiers ont fait, et c'est en accaparant l'or et en voulant développer effectivement l'étalon or comme en tant que finalement monnaie mondiale, parce que l'or a finalement fonctionné longtemps sous une forme de pseudo-monnaie mondiale, puisque c'était accepté partout, mais ça ne répond pas aux besoins fondamentaux d'une monnaie. Il faut comprendre qu'une monnaie, c'est lié à la participation des gens à la vie collective, à la création de richesses que ces gens apportent en participant à la vie collective. Et donc, fondamentalement, la monnaie, elle ne peut pas être adossée à une matière première en fait, elle est adossée au travail de l'homme. La monnaie. Parce que de l'or, s'il n'y a pas quelqu'un qui va dans une mine pour aller creuser et puis transformer l'or en lingots, l'or ne vaut rien. L'or en soi ne vaut que par le travail humain et la valeur qu'on lui a donnée. Donc en réalité, derrière toutes les matières premières, il y a le travail humain. Et je propose, moi, de réinvestir la monnaie et justement de l'adosser sur la qualité du développement économique et donc du travail humain. Et ce travail ne doit pas être uniquement matériel, mais aussi de la qualité, comme j'expliquais tout à l'heure, de créer de la cohésion de groupe, de créer du sens à la vie. Tout ça, ça fait partie du travail humain. Et on ne peut pas évincer ces principes-là sous le prétexte que ce n'est pas rentable. Vous comprenez bien qu'il y a une subversion derrière, il y a une imposture. Donc la monnaie, fondamentalement, est fondée sur la valeur d'une monnaie, est fondée sur la valeur du travail humain et de la richesse qu'il apporte, non pas à un individu, mais au groupe dans son entier. Et comment fait-nous, par exemple, pour s'inscrire avec, par exemple, une idée comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le matériel ou les matières premières, mais qu'on est plus sur des indices humains? Comment on fait pour s'inscrire à l'international là-dessus? Et si la France demain dit je veux passer une monnaie comme ça, écoutez, que vont dire les grosses organisations? On se fout des organisations, mais on va regarder à l'échelle des États, par exemple. Ouais. Ce que souvent comprennent les gens, ce que regardent les gens. Oui, bien sûr. Alors, il est bien évident que les États ne sont pas tous identiques. Vous avez des États qui sont extrêmement dotés en matières premières. Et ces gens-là, ces États-là vont être extrêmement réticents à abandonner le concept de matière première dans la valorisation de leur monnaie. Mais on ne leur demande pas de l'abandonner. On leur dit, vous, effectivement, votre monnaie peut être adossée sur le travail de collecte et de recherche de ces matières premières. Donc, on ne leur demande pas de l'abandonner. Chacune des monnaies sera corrélée à la structure économique profonde de son groupe. Si vous voulez, vous avez des États dans les îles où il n'y a pas du tout de matières premières et finalement, la richesse du groupe, c'est de mettre en avant finalement le bien-être en général ou les côtés artistiques, et eux, leur monnaie sera adossée sur leur capacité justement à développer ces outils-là.
Donc vous comprenez que en fait, mon système est valable dans tous les cas de figure. Oui, donc en Simplement, fait, il faut le faire comprendre. Il faut faire l'adaptabilité. Adaptabilité. Et c'est la raison pour laquelle je dis que les monnaies, en fait, au niveau de l'échange international, doivent relever d'un processus diplomatique. Chaque État va discuter avec ses partenaires économiques pour dire voilà, ma monnaie est adossée sur telle et telle chose, votre État, votre monnaie est adossée sur telle et telle richesse humaine, hein. Parce que même pour aller chercher dans des mines, les terres rares ou les mines d'or, il faut aller creuser, il faut aller extraire la matière première. Donc c'est du travail humain. Donc vous, votre monnaie est adossée sur ça, moi elle est adossée sur autre chose. Comment est-ce qu'on peut mettre en adéquation, en tout cas mettre en corrélation, mettre un niveau de valeur à ces différentes structures de la monnaie. Et vous pensez qu'en termes de diplomatie, par exemple, les États qui stockent énormément de matières premières, donc qui pourraient dire nous on veut rester sur de la matière première par rapport à notre monnaie, seraient en mesure de négocier avec des États qui veulent sortir un peu de... Pas forcément, mais ça sera du rapport de force. La vie, c'est un rapport de force. Et très clairement, on ne commercera qu'avec les États qui accepteront notre monnaie. Et c'est pas parce que un ou gros deux États refuseront que d'autres États n'accepteront pas. Tous les États, certains trouveront un intérêt aussi au nouveau système. Et donc peu à peu, en fait, le nouveau système, je le pense, dans l'histoire s'imposera parce qu'il est viable et qu'il est sincère, en fait. Et qu'il est fondé sur une certitude de création de richesse. Vous comprenez ? Donc je pense qu'à terme, il s'imposera. Maintenant, ça ne sera pas immédiat, mais il faut comprendre qu'il n'y a aucune raison pour que certains États ne soient pas favorables à ça. Et donc, dans l'immédiat, si on ne fait pas des transactions avec tous les États, mais seulement avec certains, ça peut nous suffire. Alors, justement, pour y parvenir, on parlait beaucoup de révolution, de réformes, des institutions, du droit. Comment on fait concrètement pour y parvenir en tant que citoyen ? Eh bien, en tant que citoyen, ce que je propose, c'est certainement pas une révolution, c'est une réorganisation politique collective autour de ces groupements d'intérêts qui généreront en fait peu à peu le nouvel État. Par aussi un nouvel état d'esprit. Vous comprenez que c'est une habitude à se reprendre en charge, à réinvestir en fait les lois de notre domaine d'activité, à réinvestir la capacité à générer des normes qui soient pertinentes, à contrôler les représentants que l'on élit ou que l'on désigne d'une façon ou d'une autre. Tout ça, il faut réapprendre en fait la liberté. Réapprendre la liberté, c'est réapprendre la responsabilité et c'est réapprendre le travail individuel, l'apport individuel au groupe. Donc c'est tout un état d'esprit et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais effectivement, la solution, c'est vraiment de se réorganiser dans le cadre de ces 3 grands groupements d'intérêts que je préconise. Donc c'est-à-dire vous invitez ceux qui nous écoutent à essayer de réinvestir le local, les collectifs, à se réorganiser entre eux et à sortir du système le plus possible. Ah, absolument. Après, on est tenu par certaines contraintes du système actuel. On utilise des euros, on utilise il faut les accepter dans un monopoles. premier temps, mais en fait, si vous voulez, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, vous voyez ce que je veux dire. C'est que plus vous aurez avancé dans votre réforme mentale, plus vous irez volontiers en avant dans ce genre de renouvellement collectif, de renouvellement étatique, de renouvellement institutionnel, et plus l'État ancien s'effondrera par manque de combattants, en fait, par manque de substance. Donc c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un travail qui peut se faire du jour au lendemain, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution en fait de ce que l'individu, de la place de l'individu dans le groupe et de la place du groupe parmi les autres groupes. Vous pensez qu'on peut réaliser cette évolution en restant dans les villes ? Alors je dirais que je ne suis pas convaincue de ça du tout. Je pense que les villes sont devenues des artères avec beaucoup trop de caillots. Il n'y a pas de fonctionnement naturel, c'est des métropoles qui ne sont plus à taille humaine. Donc il faut réinvestir aussi une vie collective et se réapproprier l'ensemble de l'habitat et l'ensemble des surfaces
qui ont été désertifiés. Oui, bien sûr, il y a un mouvement de réinvestissement de terrain. Oui, ça je le pense, mais indépendamment de ce que je pense ou pas, je pense aussi que ce mouvement a déjà commencé. Et effectivement, là, on peut dire que les confinements et le Covid politique a permis aussi de vous voyez, ça a toujours des exode effets, urbain. Oui, c'est ça. Ça a toujours des effets secondaires qui ne sont pas maîtrisés par les initiateurs de ces problèmes. C'est un peu lié d'ailleurs à la perte de sens aussi professionnelle de beaucoup d'employés qui décident complètement de changer de vie et changer d'environnement. Oui, donc ce mouvement de déconcentration urbain a déjà commencé. Ça, c'est une certitude et il ne fera que s'amplifier dans les années à venir. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a aucune raison de s'entasser dans des zones urbaines qui sont complètement... qui suffoquent, alors que des grandes parties du territoire sont laissées à l'abandon et ne sont plus pratiquées, enfin ne sont plus même ouvrées, industrialisées, enfin pas industrialisées au sens de l'industrie, de la révolution industrielle, mais au sens de l'industrie humaine. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus les territoires, on ne travaille plus les terrains, et ça, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique à ça. Il y a une logique industrielle, mais qui n'est pas la logique collective. Donc, Alors après avoir fait tout ce constat, et puis d'avoir un petit peu avancé sur ces perspectives, on a bien compris, effectivement, voilà, se réaccaparer le territoire, sortir des zones de concentration. Pas réaccaparer, réapproprier. Se réapproprier, effectivement. Sortir des rapports de dépendance aussi avec les groupes monopolistiques. Absolument, absolument. Qu'est-ce que vous diriez pour finir à ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Pas seulement pour donner de l'espoir. Je vais rajouter une chose qui me paraît très importante, c'est que ce que vous venez d'évoquer est un élément, disons, du chemin que nous devons parcourir. Mais ce n'est pas sa finalité. Et comprenez bien que ceux qui ont les rênes aujourd'hui du système ne pensent qu'à une chose, small is beautiful. C'est que se réapproprier l'intégralité d'un territoire ne veut pas dire se limiter et se reconcentrer sur des petites parcelles qui n'auront aucun pouvoir réel par rapport aux entités énormes qui aujourd'hui ont du pouvoir. Donc il faut se garder de tomber dans le piège qui nous est tendu de dire que plus on est petit, plus on est heureux. Non, plus on est petit, plus on est soumis aussi. Voilà, donc il ne faut pas effectivement se réapproprier les territoires. C'est un élément de notre parcours que nous devons, vers lequel nous devons aller, mais qui n'est pas sa finalité. La finalité, c'est de reconstruire un État qui soit viable, et viable au sens où il est protecteur des habitants, de ses habitants. Il est à la fois protecteur et arbitre. Parce que vous savez que la vie en commun, c'est des litiges en permanence. Donc il faut, pour générer une vie en commun relativement sereine, en fait, le chef, son rôle, c'est d'arbitrer les litiges finalement. Il n'a pas d'autre rôle que celui-là. Donc il faut réinvestir la fonction aussi de chef, au sens où ce n'est pas un homme qui accapare le pouvoir pour le donner à des entités privées, mais c'est une personne qui est là pour régler les litiges dans un sens de droit, de justice. Et vous savez que le droit est né par la nécessité de la justice. Il n'y a pas de possibilité de séparer le droit et la justice. Et aujourd'hui, bien entendu, tous les développements de droit anglo-saxon commercialo-maritimes ont été dans le sens de séparer le droit et la justice. Or ça, ce n'est structurellement pas concevable pour développer un groupe. En fait. Il faudrait se réapproprier aussi la chose publique, finalement. La chose publique, en fait, elle ne devrait même pas être nommée chose publique. Tout est public. Et c'est la raison pour laquelle je dis on supprime tous les droits d'exception, on revient au droit commun. Et le droit commun, dans le cadre des groupements d'intérêt et du développement entrepreneurial, toutes les activités seront élaborées sous la forme de la nouvelle entreprise, enfin ce qui est en réalité la participation. Il n'y a plus de public-privé. En fait, tout est public et tout est privé. Et en fait, c'est l'ensemble du privé qui génère le public. On peut parler du rôle de chef, donc un chef ou des chefs en un, c'est une autre question. J'ai élaboré, enfin dans la réforme de l'État, j'ai élaboré un chef d'État et un gouvernement qui ont des fonctions très spécifiques et qui sont au service du groupe justement, qui ne sont pas au service... Mais quand vous disiez par exemple que leur rôle est d'arbitrer les litiges,
Oui, absolument. Aujourd'hui, on fait face à quel type de litige et qui est arbitré par un chef s'il y en a un? Non, alors aujourd'hui, non, je m'excuse, aujourd'hui, c'est pas du tout ni le rôle du politique ni le rôle du droit d'arbitrer les litiges. C'est le rôle du droit et du politique aujourd'hui, c'est d'accaparer les richesses, c'est tout à fait autre chose. Moi, je reviens à une structure naturelle du développement social, du développement du groupe en tant qu'entité cohérente et capable de se défendre, voyez. Donc le groupe, effectivement, c'est l'ensemble des individus. Mais l'ensemble des individus qui reconnaît en fait une existence de groupe et donc qui accepte de renoncer à des excès de pouvoir individuel pour être en capacité de développer le bien-être et le collectif. Vous comprenez? Et c'est là aussi où il y aurait beaucoup à dire sur la notion de, disons, le droit des personnes, c'est extrapolé en la notion, comment ça s'appelle? Je commence à être fatiguée là. Comment les droits de l'homme, la notion de droit de l'homme, et la notion de droit de l'homme est une imposture parce que ça a décorrélé le droit de la responsabilité. Et en fait, il n'y a pas de réel droit sans responsabilité, parce que vous n'êtes pas reconnu dans votre droit par l'autre, par celui qui vous regarde, si vous n'avez pas une responsabilité qui va avec votre droit. Et toute la subtilité des droits de l'homme, ça a été de décorréler en fait le droit de la responsabilité de façon à diviser les groupes, le commun, en multitude de communautés et de particularités qui fait évidemment le jeu de notre adversaire qui est le pouvoir économique qui nous contrôle en fait. Valérie Bugeaud, est-ce que vous souhaitez rajouter un dernier mot avant qu'on termine cet entretien? Oui. Je vais rajouter un dernier mot parce que je pense qu'il faut avoir du courage et il faut avoir de l'espoir. Et que tout le travail que j'ai fait, je l'offre aux Français et au-delà à tous les gens de cette terre parce que c'est une forme, c'est une méthode, en fait, c'est des Legos qui peuvent prendre des formes complètement différentes mais qui peuvent permettre aux gens de récupérer le pouvoir politique qu'ils ont définitivement perdu aujourd'hui. Et donc de refaire société et de refaire civilisation sans harmonisation excessive, sans centralisation excessive et dans le respect en fait du développement naturel des groupes. Donc l'espoir existe, mais il faut que ça s'intègre vraiment dans l'esprit des gens. Et pour que ça s'intègre, il faut sortir de tous les conditionnements qui nous ont été imposés par justement nos dominances économiques qui sont en haut de l'échelle des banquiers. Et sortir de ça, ça veut dire avoir le courage de faire face à ses propres responsabilités aussi. Et donc il faut accepter le réel, de se confronter au réel, de voir tout ce que nous avons accepté de perdre en tant qu'individu et en tant que groupe pour y faire face. Voilà, donc courage et espoir. Valérie Bugeaud, merci beaucoup pour cet entretien et votre analyse. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.